Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Je vais revenir aujourd'hui sur un phénomène qui n'est pas anodin, qui n'est pas rare, parce qu'on y a le droit à chaque fois qu'il y a un certain nombre de mouvements sociaux non contrôlés. Je veux parler de cette image. Cette image, c'est celle d'une personnalité qui est politique puisqu'elle appartient au mouvement du Rassemblement national, et son panneau, lors de manifestations, a fait polémique. Pourquoi ? Eh bien, vous devinez évidemment que je veux parler de cette polémique qui a été lancée sur le qui. Et oui, dans les manifestations, on a vu des gens présenter, mettre en avant des panneaux avec à qui profite le crime. On sait à qui on doit ce bordel. Le qui, mais qui est qui ? Et évidemment, eh bien, cette image, elle a très rapidement permis à certains de remettre sur la table l'antisémitisme. Et oui, malheureusement, on n'y échappera jamais. On l'a déjà vu, d'ailleurs, sur les Gilets jaunes, c'est-à-dire, comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, quand on va dans des mouvements sociaux, eh bien, en cherchant bien, on trouvera toujours des individus qui tiennent des propos approximatifs, ridicules, parfois complotistes, voire islamophobes, racistes, voire antisémites. Et dans les manifestations, sur les 100 000 ou 200 000 manifestants, les probabilités que vous puissiez tomber sur des gens qui, en effet, ont des opinions assez arrêtées sur la chose, c'est-à-dire sur, évidemment, le phénomène qu'on appelle plus vulgairement le lobby juif, eh bien, malheureusement, aujourd'hui, force est de constater qu'encore une fois de plus, eh bien, on instrumentalise. On instrumentalise pour essayer de jeter un petit peu le discrédit sur ces manifestations. Parce que, évidemment, ce qui est très amusant, c'est que lorsqu'il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de société, des problèmes très clair vis-à-vis d'un certain nombre d'individus qui font partie d'une communauté en particulier, eh bien tout de suite les médias ou les intellectuels ou les politiciens disent attention, attention, surtout pas d'amalgame. Pas d'amalgame, c'est pas parce que l'acte répréhensible, l'acte criminel d'une minorité se représente la majorité. Bien sûr. Mais alors dans ce cas-là, il faut aussi l'admettre sur justement ce genre de phénomène. C'est-à-dire ces gens qui mettent en avant leur idée de penser que peut-être la responsabilité de certaines choses, certaines influences sont peut-être issues à des gens qui appartiennent à cette communauté. Force est de constater qu'aussi il y a une volonté de plus ou moins amoindrir les influences. Et oui, malheureusement, force est de constater que ces personnalités, qu'elles soient médiatiques, politiques, idéologiques, économiques, eh bien, certaines d'entre eux, évidemment, font partie de la communauté juive, sont des juifs. Est-ce que ça amène forcément l'idée qu'ils sont dans un état d'esprit de défendre une certaine idéologie, qu'on appelle le sionisme ? Peut-être. Là, c'est à chacun d'approfondir la question. Même Zemmour qui est juif. Pourtant, c'est le plus fervent défenseur de la nation, du patriotisme, etc. Alors, après attention, je ne dis pas que peut-être derrière il y a aussi un intérêt. Mais ça, il faut le prouver. Et non pas utiliser des convictions pour dire oui, il est comme ça, ou il est comme ci. Ou il fait comme ci parce qu'il est comme ça. Parce que malheureusement sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit très souvent. C'est des gens qui avancent des convictions. Et quand on leur demande de le prouver, quand on leur demande de démontrer leurs convictions, oui, il a regardé, il a fait ça, il a tenu tel propos, et puis de toute façon il a été condamné, etc. Non mais c'est pas des éléments tangibles. Oui, il a été condamné. Il a été condamné 2 fois ou 3 fois, je crois, sur 7 ou 8 plaintes. Et que les propos qu'il tient, pareil. C'est des propos qui, d'un certain point de vue, se défendent. Mais quand on est de l'autre côté de la barrière et que l'on ne veut pas que des gens tiennent ce genre de propos, forcément, il faut absolument discréditer, décrédibiliser le propos et voire même décrédibiliser la personne. Sauf qu'évidemment, quand la personne, au vu de certaines tendances, de certains sondages,
finit par avoir une oreille attentive d'une portion de Français non négligeable, là évidemment ça commence à se crisper. Et pourtant Zemmour est juif. Est-ce que ça prouve qu'il est plutôt du parti sioniste ou plutôt, comme peut-être la grande majorité des juifs, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une communauté, mais ils n'en sont pas moins peut-être les plus patriotiques et les plus français que nous autres Français. Et que leur origine, leur racine n'a rien à voir, n'a pas d'influence, voire même peut-être sont totalement contre, par exemple, la politique en Israël, ou sont pas du tout des religieux, sont pas du tout des croyants, etc., ou je dirais à la limite comme des catholiques, suivent certains principes religieux, certaines traditions religieuses, mais sans véritablement suivre ce qu'on appelle, ou ce que certains appellent les volontés et les idéologies de la communauté organisée. En sachant aussi qu'il faut faire très attention, parce que quand on dit communauté organisée, pourquoi pas ? Je veux dire, il y a des communautés qui en effet ont un esprit plus solidaire que d'autres. Donc ça génère certaines jalousies, plus particulièrement en France. Moi-même aux États-Unis, force est de constater qu'aux États-Unis, les communautés grecques, les communautés italiennes, les communautés russes ont été souvent beaucoup plus solidaires que la communauté française. Aller chercher une communauté française ou aller chercher, oui en effet il y a des quartiers français par histoire, mais aller chercher des vraies communautés françaises, des quartiers vraiment français, aux États-Unis il n'y en a pas. En revanche, vous avez des quartiers chinois, vous avez des quartiers coréens, vous aviez des quartiers italiens, vous avez des quartiers russes, vous aviez des quartiers même ukrainiens. Donc il y a quand même un certain communautarisme qui existe, solidaire. Alors attention, en France, il y en a aussi. À Paris, en 18e, je crois, la communauté chinoise est bien organisée. Attention. Je ne néglige pas non plus la contribution et la participation de certains réseaux mafieux à aider à l'organisation d'un certain nombre de milieux. Ça, bien sûr, ça aussi, ça existe. Ça existe aussi au sein de la communauté juive. Donc, c'est un sujet qui est très complexe, qui a différentes lectures. Mais évidemment, on est dans des sociétés où l'idéologie a plutôt fâcheuse tendance à essayer de généraliser, à essayer de simplifier les choses. Et donc, le fait d'accuser des gens d'antisémitisme pour ensuite inconsciemment amener l'individu ou l'auditoire à se dire « Ah oui, tout compte fait, les manifestations, etc., c'est nauséabond parce que ça accepte ce genre d'individu. » J'ai envie de dire à ces gens-là qui essayent de faire de l'amalgame, d'avoir leur reconnaissance, d'avoir l'honnêteté de dire que le monde est ainsi fait, que le monde sera toujours parsemé d'individus qui auront la haine de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, sa religion. Il y en aura toujours. Mais le fait est, c'est qu'après, il faut voir la proportion, l'influence. Alors évidemment, certains vont dire, oui, mais pour ceux qui s'affichent, il y en a peut-être 10 ou 20 derrière qui pensent la même chose. Mais bien sûr. Qu'on soit bien clair, même si demain, d'un coup de baguette magique, on réussissait à éliminer tous les anti-sionistes, tous les antisémites de la Terre, il ne se passerait pas un jour avant que le lendemain matin, il y a une personne qui montre du doigt une autre personne et dit « Ah, regardez, c'est un raciste. C'est un antisémite. » Je veux dire, le monde est ainsi fait. À partir du moment où vous avez des races, des religions, des nationalismes, des patriotismes, des identités, des racines, à un moment donné, vous avez certaines qui s'entrelacent, qui se mixent, qui créent d'autres ethnies, qui créent d'autres civilisations, d'autres sociétés, d'autres pays. Mais il y a cette expression séculaire qui dit on ne peut pas plaire à tout le monde. Et que forcément, suivant le niveau de société, le niveau technologique, le niveau d'acquisition de sciences, de connaissances, on va forcément générer chez d'autres des jalousies. Des jalousies qui vont se traduire par différentes formes. Vous allez avoir des jalousies
sensées, logiques, qui vont s'attaquer véritablement à pourquoi vous êtes plus intelligent, pourquoi vous avez accès à la connaissance, pourquoi vous avez accès à la fortune, pourquoi vous avez accès plus aisément et plus facilement que moi à la réussite sociale. Là, on est vraiment dans une critique logique, une critique structurelle. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup de gens vont plutôt aller dans le raccourci. Vous avez de la réussite sociale parce que vous êtes juif. Donc vous avez plus facilement accès à certains organismes, à certaines écoles. Vous avez plus facilement accès à des prestations sociales. Pourquoi? Parce que vous êtes noir, parce que vous êtes un émigré, parce que vous êtes un migrant. Et que actuellement, vous avez plus le bénéfice des progressistes qui vous protègent, qui vous aident, que moi qui suis né français, etc. Donc, évidemment, le problème, il est essentiellement structurel. Il n'a rien à voir finalement avec l'origine, la religion, etc. Tout ça, c'est un amalgame qui malheureusement génère des comportements et des attitudes qui, elles aussi, divergent suivant l'intelligence, suivant le recul que nous avons par rapport aux choses, par rapport à la vie, par rapport à la société, par rapport même à nos propres éducations que nous avons reçues. Moi-même qui suis un athée, c'est pas parce que je suis athée, que je ne crois pas en Dieu, que je dois détester toutes les religions. Parce que j'estime que les religions sont stupides, parce que les religions sont obscurantistes, parce que les religions croient à Dieu c'est quoi Dieu? C'est ce que la Bible s'est inspirée de textes sumériens, etc. Mais est-ce que ça m'autorise le droit de dire que finalement tous les gens qui croient en Dieu sont des merdes? Non. Pourquoi? Parce que je sais aussi reconnaître que la religion a un certain nombre de bases, un certain nombre de piliers qui sont tout simplement ce qui forge parfois l'éducation par rapport au bien fondé de l'humanisme, le respect. Je veux dire, les 10 commandements ne sont que de l'inspiration de ce qui est bien, de ce qui est moralement accepté pour une vie en société. Tu respectes l'autre, ta liberté s'arrête à la liberté où commence la liberté des autres, tu ne tueras point, etc. Donc, je veux dire, ce sont tout simplement des valeurs fondamentales humanistes. Et encore une fois, nous sommes tous différents, nous avons tous des intérêts différents. Certains acceptent cette idée de vie en harmonie à la fois avec la nature, mais aussi avec les autres. Sauf que les autres, il faut aussi ils acceptent cette idée de vie harmonique. Ce qui est souvent difficile, puisque plus vous grossissez, plus fortement il y a à un moment donné des gens qui vont commencer, encore une fois de plus, par la jalousie, par la convoitise, par la oisiveté, etc. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas religieux, mais force est de reconnaître quand même que les 10 commandements sont quand même pas nés comme ça par hasard. Ils sont nés tout simplement des bases même et des piliers même de l'humanisme que nous devons d'avoir, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Mais encore une fois, tout dépend de l'éducation, tout dépend des milieux dans lesquels vous grandissez, tout dépend des cultures, des traditions. Vous avez aujourd'hui en France des jeunes qui sont nés, qui ont grandi dans des familles où les cultures, l'homme est le roi, la femme est l'esclave. Donc à partir du moment où des gamins naissent dans cet univers, alors attention, quand je dis l'homme est le roi et la femme est l'esclave, c'est pas, ça peut être au sens propre du terme, mais ça peut être aussi sous une certaine interprétation. Quand vous avez par exemple des gens qui, de par leur culture, disent ah oui, mais nous respectons les femmes. Nous avons un profond respect pour les femmes. Après tout, les femmes, c'est elles qui donnent la vie. C'est elles qui nous permettent d'avoir notre descendance, etc. Donc nous avons beaucoup de respect pour les femmes. Sauf que derrière, vous avez quand même l'hypocrisie de dire oui, on a beaucoup de respect pour les femmes à partir du moment où elles respectent, où elles restent à leur place. Car soyons clairs, que ce soit la chrétienté, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, si on prend les textes, fatalement, on se rendra compte qu'il n'y a pas d'égalité de statut, de comportement, de considération entre l'homme et la femme. Après, c'est l'individu lui-même qui
de par, justement, encore une fois de plus, son éducation, sa personnalité, va marquer plus de respect, plus de considération envers la femme que d'autres. Or, dans un pays démocratique, dans un pays occidental, où nous avons fait évoluer les mœurs, attention, il y a encore du travail, mais nous avons fait évoluer les mœurs, nous avons fait évoluer le statut de la femme dans la société comme étant l'égal de l'homme au niveau des droits civiques, au niveau des égalités, et encore une fois de plus, je le répète, il y a encore du boulot. Tout d'un coup, on voit arriver des familles, des gens avec justement cette autre façon de concevoir le statut de la femme dans la société. Bah forcément, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a des incompatibilités. Et là, encore une fois, ces incompatibilités parfois sont assez flagrantes et génèrent forcément, génèrent le dégoût, génèrent la colère, génèrent l'incompréhension et donc un racisme. Encore une fois, j'utilise le terme racisme de façon un peu facile, parce que c'est pas parce que vous êtes contre la façon dont vit un certain nombre de personnes, un certain nombre de familles, selon des traditions qui nous paraissent parfois même féodales, que ça fait de nous des racistes. Évidemment. Ça, c'est pareil. Il faut savoir faire la séparation. Nous détestons voir des femmes être traitées comme des sous-hommes par des hommes, parce que dans leur pays, dans leur tradition, dans leur religion, c'est dit comme ça, que ça nous oblige à détester tous les gens de leurs origines ethniques. Bien sûr que non. Sauf qu'encore une fois de plus, on se rend compte que idéologiquement, médiatiquement, intellectuellement, vous avez des gens qui veulent justement ramener à ce niveau. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de différenciation, on n'accepte plus la complexité, on simplifie. C'est que si sur un panneau, vous dénoncez des responsables de médias, des responsables politiques ou idéologiques qui ont leur responsabilité de la situation actuelle suivant ce que des gens, leur statut social, économique actuel, oui, vous appelez Lévi, Attali, vous êtes juif. Et alors? Mais voilà, encore une fois de plus. Alors certains m'ont dit oui, mais quand on fait l'usage du qui, il faut arrêter de se cacher derrière la naïveté pour ne pas reconnaître, et qui plus est, on est complice. Donc vous voyez encore la simplification, c'est-à-dire le raccourci. C'est-à-dire que l'idée de dire que toutes les photos qu'on voit pour faire la démonstration, vous voyez vous voyez, il y a des Français antisémites. Ah, ça se trouve, il y a des photos, j'ai vu une photo par exemple où il y avait quelqu'un qui avait mis un panneau, à qui profite le crime, avec un qui, mais bien ancré, qui dit que le qui est significatif, synonyme d'antisémitisme caché. Et à un moment donné, j'ai envie de dire à ces gens, mais oui, ça existe. Oui, bien sûr. Mais arrêtez d'être parano. Arrêtez tout de suite de voir à mal parce que vous êtes convaincu que... Non, je veux dire, raison gardée. Surtout, en plus de ça, vous ne connaissez absolument pas le contexte de cette image. Concernant la jeune femme avec ce panneau, en effet, il y a le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute qu'elle ait mis ça parce que, oui, malheureusement, un certain nombre de responsables sont d'origine juive. Donc tout de suite le lien de cause à effet, surtout en France, on fait très rapidement l'amalgame. Je vous rassure, aux États-Unis, on n'en parle même pas, c'est tabou. C'est-à-dire, le lobby juif aux États-Unis, il existe. Il suffit de voir, par exemple, les petites guerres entre les grandes banques pour s'en convaincre. Mais il y a une telle chape de plomb que, désormais, aujourd'hui, il est absolument tabou d'en parler. Mais quand on dit que c'est tabou d'en parler, ça ne veut pas dire qu'on ne devine pas que les gens en sont conscients. Que les gens ont une bonne idée de la situation. Mais encore une fois, parce qu'il y a une chape de plomb, parce que c'est tabou, on n'en parle pas. À l'exception évidemment des gens qui se reconnaissent
comme ayant les mêmes idées, les mêmes opinions, etc. Et donc là, évidemment, eux en parlent. Donc si malheureusement ces gens-là en parlent en public, forcément on les montre du doigt comme étant des antisémites, et donc étant des extrêmes droites. Alors que parfois ils ne font que dire des vérités. Il n'est pas innocent de dire que Hollywood, par exemple, est sous l'influence d'un certain lobby juif. Bien sûr que ça existe. Maintenant, est-ce que c'est la preuve que c'est une influence ou une domination sioniste sur l'univers d'Hollywood? Là, par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs et beaucoup d'amalgames qui sont faits là-dessus, en sachant qu'il est arrivé plusieurs fois que l'univers, on va dire, du lobby juif hollywoodien, c'est parfois, souvent, mis à contre-courant des idéologies sionistes. Que ce soit par des films, ou que ce soit publiquement par la parole de certaines personnes qui font partie, ou qui représentent, on va dire, ces personnalités issues du même milieu, issues de la même communauté. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que le lobby juif américain est vraiment à part entière. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment sous influence sioniste, comme ça peut être le cas, par exemple, en Europe. Donc, mais bon, là-dessus, c'est un sujet extrêmement délicat, je ne vais pas me lancer là-dessus, parce que sinon ça ferait une vidéo de 2 heures. Mais, pour revenir à ce phénomène, oui, à chaque fois, on nous ressort, évidemment, cette... C'est-à-dire qu'on va à la pêche. Alors, on va à la pêche, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus difficile, parce que les nouvelles générations, les jeunes générations, bon, elles connaissent plus ou moins l'histoire, mais elles ont même, quel que soit leur niveau de culture, elles ont quand même la notion de se dire, mais moi je suis né en 92, moi je suis né en 2002, je ne suis pas responsable de ce qu'on a fait, de ce que la France a fait, au nom du gouvernement vichiste vis-à-vis de la communauté juive. Mais la stratégie, si vous voulez, de culpabilisation de la France vis-à-vis de ce qui s'est passé dans l'histoire, il y a des gens qui se disent, oui, mais c'est un héritage. Vous héritez de ce sentiment de culpabilité que vous vous devez d'avoir pour le pays auquel vous appartenez, pour lequel vous êtes citoyen. Mais dans cet état d'esprit, je dis, ok, si vous voulez continuer à rentrer dans cette stratégie de nous faire culpabiliser Français de l'histoire de la France et de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la collaboration, de l'envoi de milliers de Juifs dans les camps de la mort en Allemagne, et dans ce cas-là, nous, Français, on aurait la légitimité de faire la même chose vis-à-vis des Britanniques. Pour toutes les fois, ils nous ont envahis. On pourrait dire la même chose vis-à-vis des Allemands. 2 guerres mondiales. On pourrait dire la même chose des Italiens. Après tout, les Italiens ne sont-ils pas les héritiers de l'Empire romain qui a envahi la Gaule? Bon, évidemment, attention là, je caricature, mais c'est pour vous dire que à ce genre de petits jeux, tout le monde a forcément trouvé des culpabilités chez l'autre. D'avoir été, d'être l'héritier, d'appartenir à telle communauté qui a eu tel ou tel acte, qui a fait telle ou telle chose. Aujourd'hui en France, est-ce que tous les Serbes qui habitent en France, les Serbes qui même sont français, est-ce qu'on va forcément les montrer du doigt pour ce qui s'est passé pendant la guerre en Yougoslavie? Non. En revanche, si vous connaissez la personne, si vous connaissez ses idées, ses opinions, ses positions politiques, etc., après, c'est à vous de juger. Mais ne jugez pas en apparence. Alors là encore, quand je dis ne jugez pas en apparence, il y en a tout de suite qui sautent à la gorge. Oui, c'est le discours adopté par ceux qui justement veulent dénier l'existence de l'antisémitisme en France et tout. Encore une fois, j'ai envie de leur dire, mais si vous voulez mettre des panneaux ou des étiquettes ou des stickers sur le front des gens pour les qualifier ou les quantifier, ou finalement vous ne valez pas mieux que le nazisme, que lorsqu'ils ont mis des étoiles jaunes sur les juifs, parce que finalement c'est ce que vous voulez quantifier, vous voulez repérer. Et à un moment donné, il faut être un petit peu honnête. L'honnêteté, c'est quoi?
L'honnêteté, c'est de reconnaître qu'en effet, dans toute société, dans tout pays, il y a des racistes, il y a des islamophobes, il y a des homophobes, il y a des antisémites. Mais que leur proportion, tant qu'elle reste minoritaire, je m'attire en action, en positionnement assumé ouvertement et publiquement, c'est ridicule. La portion est ridicule. Là encore, vous allez me dire, ah oui, mais pour un, il y en a peut-être 10 ou 20 qui pensent la même chose. Mais dans ce cas-là, vous n'en sortez pas. Dans ce cas-là, vous allez soupçonner votre voisin, soupçonner votre collègue, d'être peut-être de ceux qui partagent les mêmes idées. On n'en sort plus. Donc faites attention à l'instrumentalisation par rapport à ça. Je terminerai en donnant ces petits exemples. Vous vous souvenez, il y a un an ou deux, avec les BLM, les confrontations avec les nationalistes américains, l'extrême droite, les néo-nazis américains, etc. Il faut savoir que tous les mouvements racistes, entre guillemets, que ce soit Ku Klux Klan, que ce soit extrême droite, que ce soit néo-nazis, etc., on estime leur nombre à 19 000 aux États-Unis. 19 000 sur 328 millions d'habitants. Et pourtant, vous avez bien vu les médias en faire des pataquès, en faire des montagnes, faire des dramas sur des manifestations de ces souverainistes. Et encore, quand je dis souverainistes, encore une fois, on fait très rapidement les amalgames, même en France, de dire que si vous êtes souverainiste, vous êtes forcément raciste. Vous êtes forcément un suprémaciste blanc. On l'a bien vu, tout de suite, c'est raccourci. Alors que moi, je suis un souverainiste, et pourtant je ne suis pas raciste. J'ai absolument rien contre les juifs, contre les noirs, contre les musulmans. Moi, je considère et juge l'individu en tant que tel, dans son comportement, dans son attitude, dans sa personnalité, mais je ne vais pas juger son exemple comme étant une généralité pour considérer les gens issus de son ethnie, de sa religion, de son origine. Non, c'est ridicule. Tout est une question de proportion. Et de toute façon, encore une fois, on a la liberté de fréquenter les gens que l'on veut. Si vous connaissez des racistes, peut-être que vous pouvez discuter avec eux, essayer de comprendre leur mode de fonctionnement, pour justement avoir l'air moins con sur des réseaux sociaux en sortant des conneries. Quand vous avez un problème mécanique, un problème biologique, alors évidemment certains vont tout de suite juger, mais c'est le jugement de Dieu. Ça, aux États-Unis, c'est un fléau, mais vous ne pouvez pas savoir, c'est le jugement de Dieu. Mais non, ce n'est pas le jugement de Dieu, il y a une raison. Il faut savoir trouver la cause, la conséquence, l'analyser, et ensuite trouver plus ou moins le traitement pour résoudre le problème. Or, dans nos sociétés, le problème, on peut le résoudre très facilement. Tout simplement, l'éducation. Si sur 1, 2, 3 générations, on arrive à générer des gens cultivés, des gens intelligents, des gens de bon sens, des gens de raison, je peux vous garantir que tous les racismes, antisémitismes, etc. seraient réduits à l'ersatz. Mais à moins que rien. Mais là encore, ça voudrait dire qu'il faudrait établir un système éducatif nivelé, où là, il n'y aurait plus de différence. Il n'y aura plus de différence entre le pauvre et le riche. Il n'y aura plus de différence entre l'intelligent et l'abruti, puisqu'on aurait un système qui forgerait l'élite de la nation, en tout et pour tout, quelle que soit la classe, quel que soit l'ordre social, quelle que soit l'origine. Mais là encore, ça, peut-être que justement, nos élites ne le veulent pas. Les élites, elles veulent maintenir au plus bas de plafond la masse pour légitimer l'existence de leur milieu, de leur sphère élitiste. Tout compte fait, c'est ce qu'on constate.
destruction de systèmes éducatifs, cloisonner l'ensemble des individus à des castes, à des communautés, à des appartenances. Le communautarisme n'est pas que religieux, ou n'est pas que ethnique. Le communautarisme, c'est aussi l'origine sociale. Le pauvre ne se mélange pas avec le riche. La classe moyenne ne se mélange pas avec la classe moyenne supérieure. Et vous avez exactement la société américaine. Même si dans certaines circonstances, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de certains événements festifs, il y a des brassages qui existent. Dans les grandes villes très progressistes, le métissage est tellement promu que oui, on trouve des couples multiethniques. Mais c'est une minorité. Dans l'ensemble des États-Unis, ou même parfois dans les grandes villes, il suffit de sortir des grandes villes, des grands centres culturels, bourgeois, pour aller dans les milieux populaires, pour se rendre compte que très rapidement, eh bien là, oui, c'est flagrant de voir qu'il n'y a pas de mélange. À quelques rares exceptions, en effet. Moi, je fais partie de l'exception. Je vis dans un quartier populaire où il y a une mixité. Mais une mixité où on ne se mélange pas. Les hispaniques restent avec les hispaniques, les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs. Même si, encore une fois, il y a la relation courtoise, la relation polie, de bon voisinage qui existe. Mais on ne s'invite pas les uns les autres comme ça peut arriver en France, par exemple. C'est rare. Ou ça existe peut-être dans les beaux quartiers, où, quelle que soit la couleur ou l'origine, en réalité, c'est des gens qui ont le point commun, c'est l'argent. C'est-à-dire que l'argent efface la différence culturelle, la différence de couleur de peau, la différence d'origine. Puisque, de toute façon, quelle que soit l'origine, la couleur de peau ou la religion, etc., tous ces gens aux États-Unis, en réalité, qu'est-ce qui passe en premier? C'est le langage de l'argent. Donc à partir du moment où vous avez, je dirais, un point commun cognitif qui est l'argent pour se fréquenter, le reste, même si encore une fois de plus, dans certains milieux, dans certains États très conservateurs, oui, on fait acte de sociabilité, mais n'en restant pas moins se considérer comme supérieur à l'étranger, au noir, à l'asiatique. Même si paradoxalement, aux États-Unis, on a chose très amusante que les fameux concours internationaux, vous savez, ces concours d'élocution, ces concours je ne sais plus comment on appelle ça, quand vous décortiquez les lettres d'un mot, etc. Il faut... j'ai perdu mon mot en français. Donc aux États-Unis, ils aiment bien cette compétitivité. Donc la compétitivité amène des concours internationaux, des fois pour tout et n'importe quoi. Mais dès que c'est des choses qui sont un petit peu intellectuelles, qui sont un petit peu, qui mettent un peu à l'épreuve la mémoire, l'intelligence, etc., ben on se rend compte que de plus en plus, pour les États-Unis, ce sont en fait des enfants issus de l'immigration. Ce sont des Asiatiques, ce sont des Indiens, des Pakistanais, quelques Africains aussi, des Africains nord-africains ou Moyen-Orient. Mais il n'y a pas de blancs, ou très peu. Donc évidemment, ça grince un petit peu dans certains esprits, là, en effet, des esprits souverainistes blancs. Bah, mais souverainiste blanc, il faudrait peut-être un petit peu vous pousser un petit peu si vous voulez montrer que vous êtes de la race supérieure, puisque là, vous avez quand même des gens qui ne sont pas blancs, qui défendent les couleurs de l'Amérique dans des concours internationaux où c'est ça qui sert de matière grise. Donc c'est qu'il y a un problème quand même. Hein. Oui, bien sûr, le problème c'est que, allez, on va dire 70% des gamins qui sont dans les écoles, quand ils arrivent même à 17-18 ans, au collège, ouais, il y en a certains qui sont très techniques, hein. Ben alors, ça vole bas. Très bas.
Donc tout ça pour revenir sur le fameux qui. Oui, en effet, il y a de l'antisémitisme en France, comme il y en a partout. Oui, en effet, dans les manifs, vous trouverez toujours des individus qui tiendront des propos nauséabonds, des propos approximatifs, des propos complètement débiles. Mais évidemment, si médiatiquement, vous vous focalisez sur ces gens-là pour délivrer un message subliminal de dire « Regardez, ce type est un abruti, donc c'est la preuve que tous les gens qui sont avec lui sont des abrutis », eh bien dans ce cas-là, on est complètement en inverse idéologique par rapport au fait que quand vous avez aujourd'hui des crimes, des délits, des viols, des agressions, des coups de couteau, des meurtres commis par des gens qui sont issus de l'immigration des pays nord-africains, pays arabes, etc., ou pays nord-africains, etc., non, mais pas d'amalgame. C'est pas l'acte d'un qui fait l'opinion, ou la tendance, ou la culture de la majorité. Donc si vous admettez ça pour les uns, admettez-le pour les autres. Mais ne faites pas la différenciation, comme ça vous arrange pour servir la sauce médiatique, idéologique, de ces gens essentiellement intello de gauche, souvent de gauche d'ailleurs, parisiens, qui jugent la société française dans son ensemble pour nous faire passer pour des antisémites. Je terminerai tout simplement par ce fait, et c'est ce que j'avais répondu à une personne qui d'ailleurs ne m'a pas répondu. Je lui ai dit, mais si j'ai un collègue qui m'insulte gratuitement, ou qui me fait une entourloupe, ou qui essaie de me baiser, et que je l'insulte de connard, mais parce qu'il est juif, est-ce que ça fait de moi un antisémite? Si une personne de couleur essaye de m'arnaquer, essaye de me voler, de m'agresser, mais que, à force des choses, je me défends et que je réussis peut-être à me défendre et ne pas devenir une victime, et que finalement, légitime défense ou truc comme ça, est-ce que ça fait de moi un raciste? Si je tombe sur quelqu'un de la gente féminine qui a des propos insultants, régressifs, qui aime ridiculiser, qui aime humilier les autres, si je la traite de conne ou de grosse conne, est-ce que ça fait de moi un violeur de maman? Est-ce que ça fait de moi un macho? Est-ce que ça fait de moi un harceleur? Est-ce que je vais tout de suite me ramasser du MeToo parce que j'ai dit à une femme qu'elle est conne? Non. Pourquoi? Parce que j'ai un jugement de valeur sur une personnalité et qui n'a rien à voir avec son origine sexuelle, de couleur de peau, ou d'origine religieuse, ou d'origine étrangère. Je juge la personne. Je juge la personnalité, je juge le comportement. Mais ça, il y a des gens qui n'arrivent plus à le comprendre, qui n'arrivent pas à l'assimiler. Et je terminerai par cette petite histoire sur laquelle je suis tombé aux États-Unis, où ce vieux papy de 78 ans, dans sa boutique Star Wars, vétéran du Vietnam, qui a eu une altercation au sujet d'une pancarte qu'il avait affichée, qui était une pancarte assez critique sur les mouvements transgenres, mais mouvements transgenres, genre woke, vous voyez, genre fanatique. Et il se trouve que dans la mairie, la municipalité de cette petite ville, il y a une transgenre, homme qui se dit femme. Bon. Et tout de suite, elle est montée au créneau, elle a voulu essayer de le discréditer, elle a voulu organiser une manifestation contre son magasin, et le jour où il y a eu la manifestation, en fait, ils étaient 9 à l'extérieur. En revanche, il y avait 40 personnes dans le magasin pour soutenir le vieux papy, et le vieux papy recevait presque 200 visites sur son site pour le soutenir. Et le vieux papy s'est défendu. Il y a eu confrontation, il y a la vidéo qui circule, j'essaierai de la retrouver, je vous mettrai le lien en commentaire. Et le vieux papy, il dit des choses, évidemment, là les âmes sensibles
progressistes tout de suite. Oh mon Dieu, il est homophobe, il est transphobe. Mais non, il dit à la personne transgenre, il dit mais regarde-toi, tu ressembles pas à une femme. T'es un homme, biologiquement t'es un homme, alors que tu te déguises en femme. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais t'es pas une femme. Biologiquement, t'es pas une femme. Peut-être que dans ta tête, t'es une femme, mais physiquement, t'es pas une femme. Attention, on sait faire la différence entre un certain nombre de transgenres. Il y a des transgenres qui se font des opérations, des traitements, etc., pour justement avoir un côté de se féminiser, on va dire, physiquement. Or, cette personne-là, en transgenre, qui se proclame transgenre, en effet, absolument rien d'attirant. Je veux dire, en plus de ça, il y a une fâcheuse tendance, comme beaucoup d'Américaines, à s'habiller comme un sac à patates, ce qui n'arrange pas les choses. Mais voilà, je veux dire, ce vieux monsieur, il en a rien à foutre si des gens se sentent bien en étant dans l'esprit du sexe opposé. C'est pas son problème. Mais qu'on vienne lui casser les couilles dans son petit commerce à 78 ans, alors que lui, il a quand même vécu des choses, parce que vétéran du Vietnam, évidemment, là, on entend tout de suite là, les progressistes, ouais, fachos, militaristes, vieux cons, etc. Sauf que le problème du woke aux États-Unis, c'est que ça commence à faire mal. Pour vous dire, même Obama a dit attention, danger, parce qu'il y en a qui vont trop loin. Il y en a là, c'est plus du domaine de la revendication, c'est plus du domaine de la défense des droits civiques, c'est du domaine de la psychiatrie. Parce qu'on arrivait à un tel niveau hystérique, sauf que le problème, c'est que ils sont en train de démolir les universités parce que, justement, les universités, à cause de ces mouvements, ne veulent pas de mauvaise pub, parce que s'ils ont de la mauvaise pub, ça risque de ne plus attirer le client étudiant, hein, c'est-à-dire celui qui paye, évidemment. Donc, ils cèdent. Ils cèdent à tous ces mouvements. Sauf qu'aujourd'hui, ils en payent le prix, puisque aujourd'hui, en effet, il y a des parents aujourd'hui qui ne veulent plus mettre leurs gamins dans ce genre d'école, qui préfèrent maintenant les mettre dans des universités un peu plus rurales, on va dire, plus proches de leurs états, peut-être moins réputées, mais au moins avec peut-être une meilleure qualité d'enseignement, c'est-à-dire que les gamins, ils sont là pour apprendre, ils ne sont pas là pour faire du militantisme politique, idéologique, etc. Donc voilà pour ce sujet. Je pense qu'il était important parce que malheureusement, à chaque fois, on nous le ressort. Et encore, je répète, hein, je ne nie pas l'existence d'un antisémitisme en France. Il existe, comme partout. Mais attention, si on instrumentalise le fait d'un pour faire de la généralité, dangereux. Parce qu'il y aura toujours un retour de bâton. Il y aura toujours un effet boomerang. Sur ce, portez-vous bien. Et puis bon courage pour la suite. Parce qu'on n'est qu'au mois d'août. Ça va être sympa le 9 septembre ou le 5 septembre.